Donc, commençons par le commencement. Donc voilà, cet article qui est sorti cette semaine sur notre beau petit journal, du 30 et qui s'appelle une majorité à Poitiers. Enfin, une majorité à l'image des élites par des habitants, qui a été écrit par notre formidable reporter Yurigan et qui donc témoigne finalement de cette perpétuité des élites au sein des municipalités, surtout des municipalités, on va dire, écolo et socialistes, mais pas que, parce que le but, c'est pas non plus de taper que sur les écolos, parce qu'il n'y a pas que qui ont des problèmes. Donc, on va partir sur une petite lecture de moments que j'ai trouvé assez important. Déjà, là, donc, à Poitiers, la mairie de Poitiers est une mairie qui se revendique apartisane, théoriquement. Donc, qui est une mairie qui s'appelle Poitiers Collectif. Et la promesse de Poitiers Collectif, c'est donc d'être une liste apartisane avec des personnes de plein de secteurs différents, que ce soit professionnels ou voilà, de carrière et de parcours totalement différents. Enfin, ça, c'est ce qu'ils nous vendent sur le papier. Sauf que, comme l'a étudié notre fier journaliste Yurigan, en fait, la réalité est tout autre. La réalité est radicalement différente. Déjà, bah, la municipalité de Poitiers, donc, c'est aidé de cette coopérative qui s'appelle Fréquence Commune, qu'on peut voir ici. Et en fait, cette coopérative donc, soutient toute liste qui se disent apartisanes au sein des différentes villes de France. Là, on a notre fier rédacteur a étudié la composition de la liste qui avait été donc présente aux dernières municipales et qui est vouée à se représenter lors de cette municipalité. Et donc, bah, c'est majoritairement au sein de notre mairie une majorité de cadres qui est donc bah, un reflet biaisé de la population. Alors, les profils socio-professionnels des 38 élus de Poitiers, des 38 élus de Poitiers collectif, ont été étudiés. Alors, on ne les a pas étudiés comme ça sur un coup de tête, juste avec le fun. On les a étudiés par rapport à des rapports bien spécifiques de l'INSEE, par rapport à des catégories sociologiques de l'INSEE, c'est ça, hein. L'INSEE étudie Oui, avant tout les catégories socio-professionnel. socio-professionnelles. Et donc, notre fier rédacteur a utilisé cette catégorisation au sein de la municipalité de Poitiers. Et là, il s'est rendu compte de quoi? Il s'est rendu compte que 61% des élus sont des cadres ou des membres des professions intellectuelles supérieures. Donc, c'est-à-dire bah, des personnes qui ont souvent fait des études supérieures qui vont être bac plus 3, bac plus 5. Et ça représente 3 fois la moyenne nationale au sein des municipalités et 3 fois la moyenne locale, qui est généralement de 22% de la population qui a bien souvent des diplômes d'études supérieures. Donc voilà, quand on voit la disparité entre le 61% d'élus et la réalité de la population locale, ben on se rend compte qu'en fait, cette liste citoyenne, elle est citoyenne en entre-soi. Et après ça, il y a aussi d'autres représentations et de surreprésentations même. Bah, il y a les chefs d'entreprise, les artisans, les artisantes et les commerçants et les commerçantes qui représentent à eux seuls 13% des élus contre 4% des habitants de Poitiers qui correspondent à cette classe socio-professionnelle. Et à l'inverse, bah, encore une fois, les employés et les ouvriers se retrouvent les plus lésés, vu que bah, c'est seulement 48% de la population pictavienne qui représente cette catégorie socio-professionnelle, et seulement une personne parmi les élus appartient à cette catégorie. Donc on se rend compte qu'en fait, eh bien, grosso modo, il aurait fallu 12 employés et 6 ouvriers pour essayer de trouver réellement une liste citoyenne. Et donc il y a carrément eu un petit tableau qui nous a été fait, que je vais vous agrandir et que je vais vous montrer. Hop là. Euh, hop. Un petit tableau bien spécifique. Alors, hop là. Donc dans Poitiers Collectif, au sein de la municipalité, il y a uniquement 0,2%, 0% pardon, d'agriculteurs et d'agricultrices ou d'exploitants. En France, généralement, c'est 2% qui sont dans les listes électorales. Les chefs d'entreprise et les artisans et les commerçants, il y a 13%. En France, bien souvent, c'est 7%. Dans les cadres et les professions intellectuelles supérieures, donc il y a 61% à Poitiers. En France, bien souvent, c'est 22%. Et les professions intermédiaires, 24%. En France, 25%. Employés, 3%. La deuxième colonne, c'est pas en général sur les listes électorales, c'est le pourcentage de CPS tout court Ok, en d'accord. France. Donc généralement, voilà, c'est 2%. Et donc on voit finalement les disparités entre ce que représente bah, la liste de Poitiers et finalement ce que représente réellement la société française ou la société pictavienne. Et donc en fait, ça amène des questions de structure, même de politique, parce que comment est-ce qu'une classe peut essayer de travailler pour les classes prolétaires si celle-ci ne comprend même pas
ces problématiques-là. Et c'est là où, bien entendu, la figure de la tête de liste est extrêmement importante. La mairesse de Poitiers s'appelle Léonore Monconduit. Ses seuls emplois avant son élection, donc ça a été secrétaire de campagne et élue régionale, puis mairesse de Poitiers. Elle nous sort tout droit de Sciences Po, hop là, et elle était membre, donc, et est toujours membre d'un parti politique qui s'appelle Europe Écologie Les Verts. Et donc, c'est en fait le cheminement typique et logique d'un ou d'une militante d'Europe Écologie Les Verts qui commence à avoir un peu de pouvoir en ayant des places à des conseillers régionaux ou des conseillers départementaux, à des conseils départementaux ou des conseils régionaux, et qui un jour se retrouve à la mairie de Poitiers. Et nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment ça se fait en fait qu'une liste qui se revendiquait apartisane et qui se revendiquait sans bannière politique propre, sans parti politique, etc., a eu finalement quelqu'un qui est l'archétype même ou quelqu'une plutôt qui est l'archétype même de la politique écolo d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est dit ensuite d'intéressant ? Voilà, donc là, en fait, ça interroge aussi toute l'opacité des listes citoyennes et toute la magouille, en fait, que représentent les listes citoyennes, qui sont, en fait, bien souvent, c'est juste de la démagogie. On met un mot citoyen juste pour dire, regardez, on fait pas partie de cette élite, on fait pas partie de cette caste. Mais au final, quand on le regarde avec les chiffres, comme on vient de le voir ici, si les personnes qui font partie de ces listes-là, c'est avant tout une élite qui se produit et qui se reproduit entre elles et qui fait en sorte d'avoir une ville qui est toujours la même. Là, c'est là où Robin, c'est toi qui rentre un peu en jeu, on va dire. Avec cette absence de diversité sociologique parmi les élus et les conséquences concrètes sur les politiques publiques. Donc toi, sociologiquement, tu fais des études sociologiques, on peut pas non plus dire que t'es Bourdieu ou autre. Non. On va pas te prêter ces attentions-là. Mais sociologiquement, qu'est-ce que ça représente d'avoir autant de classes supérieures sont dans les municipalités ? En gros, c'est assez banal, on va dire que déjà dans un cadre politique militant professionnalisé et institutionnalisé, ce soit souvent des personnes avec un bon capital culturel qui passent, donc souvent des catégories intermédiaires, la classe moyenne supérieure et les bourgeois. Mais ce qui est particulier avec ELV et avec ce qui se passe à Poitiers aussi, c'est que dans les pourcentages d'élus qu'ils ont, c'est que c'est beaucoup de catégories intellectuelles supérieures. Donc techniquement, c'est des profs, c'est avec des gens diplômés, mais ça peut être aussi des artistes. Parce que les artistes, même si on vanne souvent l'art du spectacle à la fac, ça reste des catégories intellectuelles supérieures, etc. Ah, c'est pas clown qui est considéré comme CSP+. Si, ouais. Clown, c'est catégorie intellectuelle supérieure. Et en fait, ça rentre tout court dans le processus de professionnalisation de la politique, parce que Monconduit, c'est pas quelqu'un qui s'est réveillé le matin et qui s'est engagé parce qu'elle a connu la misère dans sa vie, elle n'a pas eu de conscience de classe qui est venue d'une expérience personnelle ou quoi. Elle a fait des études particulièrement pour arriver à cette finalité politique. Elle a fait des études pour travailler et vivre de la politique. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un professionnel du coup de la politique, quand tu vis par et pour la politique. Et c'est ça qui est un peu terrifiant aussi avec juste le principe d'élection et le principe de représentativité aussi des peuples. C'est que pour jouer ton jeu institutionnel politique et pour espérer avoir une place ou pour être élu ou juste avoir une position dominante dans ton espace, en fait, tu es obligé de te confronter et de t'adoucir par rapport aux normes bourgeoises qui sont mises en place, notamment dans les élections. Parce que par exemple, quelqu'un qui se présenterait des quartiers populaires, mais qui parle avec un langage assez concret, dur sur l'homme, qui est très sec, qui va franco, qui fait pas des petits taux, etc., et qui est radical dans ce qu'il raconte, il sera beaucoup moins écouté et beaucoup moins pris au sérieux que quelqu'un comme Léonore Monconduit, qui a fait des études à Sciences Po, qui a un bac+5, et qui va parler de manière très abstraite, avec des longues phrases, des mots, un vocabulaire élaboré, etc. Et en fait, ça traduit aussi tout ça, tout ce côté, en fait, la politique en France, et comme beaucoup de démocraties occidentales et globalement libérales, etc., c'est principalement un jeu de bourgeois, d'entre-soi culturel, d'entre-soi bourgeois, etc. Et tu ne peux pas y faire ta place à un certain degré sans accepter ces codes et sans les reproduire à ton tour, du coup. Ouais, et puis même dans ce qu'elle dit, en fait, donc là, c'était... on va passer sur, après, justement, le contenu qui a un peu appuie tout ce qu'on dit. Même dans la manière d'aborder la politique. Moi, je me rappelle d'une interview. En fait, la ville de Poitiers a lancé sa web chaîne, on va dire, quelque chose comme ça. Et dans les interviews qu'elle faisait, elle disait que elle voulait que Poitiers soit une ville où il fait bon vivre. Sauf qu'en fait, une ville où il fait bon vivre, ça veut pas dire grand-chose. C'est bien pour les touristes, c'est bien pour les moments où il fait 40 degrés. 40 degrés quand il fera cette température-là en 2030, on sera en mode qu'est-ce qui fait bon vivre à Poitiers, il fait que 40 degrés.
Mais à côté, ça représente pas du pouvoir d'achat, ça représente pas de la mobilité au sein de la ville. Et le fait de pouvoir se prélasser dans le centre-ville, vu que c'est ça en fait, faire bon vivre, c'est avoir des petits terrains verts, avoir des endroits avec des squares où on peut se reposer, etc. Ça représente pas la qualité de vie non plus d'une ville. Mais oui, et tu vois, rien que faire ce genre de phrase de on va faire une ville où c'est du vivre ensemble, etc. Ça témoigne de la culture assez bourgeoise et abstraite dont on parlait juste avant, où ces gens ils vont parler avec un langage abstrait pour convenir à tout le monde, mais c'est aussi un choix assumé de manque de radicalité dans tes propos qui fait que tu te distingues des classes populaires qui, elles, au lieu de dire en fait on veut une ville où il fait bon vivre, ils vont plutôt dire en fait on veut le transport gratuit, on veut bouffer décemment, on veut avoir un taf, etc. Où ça va être beaucoup plus concret dans les propos. Et ça se distingue aussi des partis libéraux et de la droite traditionnelle qui dit non, on veut plus de sécurité, nous on veut que les entreprises fonctionnent, etc. Et du coup, c'est une ambivalence sur laquelle le LV joue et sur laquelle globalement toute la gauche électorale et SOSDEM jouent aussi, pour plaire à tout le monde. Sauf que du coup, pour plaire à tout le monde, on choisit sciemment de se détacher de certains. Et globalement, de qui on se détache des classes populaires, quoi. Et ça, c'est tout le jeu aussi des élections qu'on a en France. Et c'est assez terrifiant. Ouais, et ça se voit justement par ce graphique. Hein. C'est vraiment ça qui montre en fait, le bon vivre. C'est bon vivre pour qui? Pour les cadres et les professions intellectuelles supérieures où ils se disent voilà, moi plutôt que d'avoir des petits commerces, j'aimerais bien avoir mon petit carré de verdure au bord du quartier. Mais du coup, voilà, il y a la question justement de comment est-ce qu'a été choisi Léonore Monconduit. Et c'est là où c'est aussi important de voir quel a été le processus en fait de Léonore Monconduit, comment est-ce qu'elle a été nommée. Et c'est là où justement on retourne dans les archives de Poitiers Collectif. Alors quelle tête de liste pour le collectif, c'est le petit Poitiers Collectif qu'on a juste ici. Alors voilà, ça c'est les têtes de liste qu'il y avait au sein de Poitiers. Poitiers Collectif, où d'ailleurs, on va pas rentrer dans les drames, mais il y a quelques personnalités problématiques. Mais là, on a ici donc leur compte-rendu, le fameux compte-rendu démocratique qu'ils font de leur assemblée plénière. Et donc, au fur et à mesure, ici, on a les différentes discussions qui ont eu lieu au moment de choisir la tête de liste. Donc là, on est en 2020. On est en 2020. On est en quelle année? C'est sorti quand? 2019. Voilà, on est en 2019, novembre 2019. L'élection, c'était quand? C'est mai 2020, juin 2020. Mai 2020. Donc en fait, tout le long de la campagne, en fait, ça a été une campagne sans tête de liste. C'est même comme ça qu'il avait renommé la Nouvelle République. Ça, c'est trop une dinguerie déjà. Donc en fait, tout au long de la campagne électorale de Poitiers en 2020, tout avait été fait pour qu'il n'y ait pas justement de noms qui ressortent et qu'à aucun moment on se dise ah mais en fait ça va être tel parti, tel parti, tel parti. C'est en fait un peu une tactique comme on avait eu aux législatives avec le Rassemblement National qui mettait pas le fait que c'était un logo Rassemblement National, ou pareil le En Marche qui mettait que c'était pas En Marche, ou les Républicains. En fait c'est des partis qui s'assument pas, ou c'est des listes qui assument pas la direction qu'elles veulent prendre. Donc là hop là, ça on s'en fout un peu. Élection sans candidat, voilà. Donc là en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont réunis à 20. Hop là, ces 20 personnes là. Ils se sont réunis à 20 en plénière on va dire. Et ils se sont posé la question voilà, qui veut être tête de liste. Et donc au fur et à mesure des discussions, il y a eu plusieurs choses qui sont apparues. Hop là, attendez, faut que j'ouvre cet article là. Non t'inquiète, faut que j'ouvre cet article là. Hop. Donc hop là. Mais tu es vraiment là, genre. Ah ouais, ok, pardon. Ah là t'as fait des infos sur toi. Non, je connais trop bien Twitch, attends. Donc, ici, ils ont décidé de d'un coup, choisir un moment les têtes de liste. Donc, sur les 20 personnes, il y avait 6 femmes, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il y en avait 8, 9. Il y en avait 9. Tout le reste des hommes. 10 9 ou 10, ouais. Sur les 20 personnes. Donc d'emblée, il y a 3 femmes qui refusent. Vu que vous allez voir, si je précise le fait que c'est une femme, c'est que ça a joué énormément sur la décision. Donc, le but a été en fait de faire un tour de table et de dire voilà, d'après vous, qui serait le plus enclin à devenir tête de liste. Mais est-ce qu'on sait qui sont ces 20 personnes? Genre d'où elles viennent? Pourquoi c'est que 20 et pas 40? C'était en fait, ils sont partis du principe, alors c'est expliqué ici. En fait, ils sont partis du principe que les 20 personnes qui étaient en tête de liste, en fait, c'était des personnes qui devaient avoir une part active à la candidature, qui devaient avoir une part active à la campagne, etc. Et que ça pouvait pas juste être comme le 45e qui en vrai est juste là parfois pour combler des trous, tu vois, vu que c'est dur de faire une liste, faut trouver du monde, faut en trouver. Et donc, ils sont en mode, les 20 premières personnes, ce sont les personnes les plus déterminées. Mais il l'explique ici.
Donc c'est déjà biaisé de base. Ouais, c'est biaisé, tout est biaisé déjà de base. Donc il y a eu déjà la première question, pourquoi pas un binôme de tête de liste dans Poitiers collectif. Donc ils ont sorti le cadre légal, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir deux personnes. Mais bon, après on peut aussi faire semblant. Oui, on connaît des municipalités où c'est l'adjoint qui dirige. Oui. Et donc il y a voilà, le rôle décisionnel. Donc beaucoup de personnes soulignent que le rôle décisionnel revient au groupe de coordination. Et les 20 premiers candidats, ils sont d'office dans le groupe de coordination. Donc en fait, ce que ça signifie, c'est que c'est la tête de liste qui choisit qui va être tête de liste. Ouais, c'est un fonctionnement EFI, ça. Soit un fonctionnement EFI, soit un fonctionnement EELV plutôt bien tourné, vu que la EFI, ça fait pas non plus de vote, c'est juste on est là, en soi. Oui, c'est sûr. Même s'il y a des débats, peut-être que Libé va sortir un livre sur le fonctionnement en meute de EELV, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont besoin d'argent. Mon rêve. Et donc, là, il y a tout le monde qui dit la question, qui veut être tête de liste, etc. Et là, au fur et à mesure, la proposition de Léonard Monconduit, elle a été lancée. Et c'est là où, en fait, il y a malgré eu quelques interrogations. Enfin, c'est les interrogations qu'on nous fait remonter, malgré tout, vu que l'entièreté des débats n'a pas été écrite, justement. Ils le disent eux-mêmes, pour que les débats restent dans la temporalité même de la table et que, finalement, ça ne ressorte pas plus tard. Donc, il y a le risque du cumul des mandats exécutifs. Et oui, en effet, Léonard Monconduit, elle est élue en région Nouvelle-Aquitaine, et qui serait notamment elle est élue en région Nouvelle-Aquitaine, et elle est notamment élue en désaccord avec la charte anticorps qui est mise au pot commun pour étude par le groupe, donc la charte anticorps. Donc le problème de Léonard Monconduit également, c'est que c'est quelqu'un d'encarté qui risquerait de donner de la place à la logique de parti politique et qui questionne donc la démarche même de Poitiers collectif. Et enfin, il y a le risque d'une mauvaise perception dans les médias de la démarche en lien avec cette logique de parti et le risque de dislocation du collectif. Mais ça, tu vois, loin de moi l'idée de défendre Léonard Monconduit et globalement ULV, mais déjà, rien de ce fait de se plaindre que dans une élection politique, ta tête de liste soit dans un parti, le niveau de bourgeoisie culturelle que tu dois avoir et de j'ai zéro problème dans ma vie au point où tout le monde peut défendre mes intérêts, c'est que c'est vraiment catastrophique ta situation. Genre. C'est des gens qui peuvent... Parce que si la personne ne doit pas être dans un parti politique, c'est-à-dire qu'elle va obligée d'adhérer à une doxa, une idéologie ou à des motivations propres à sa classe et tout. Et du coup, c'est qu'elle a juste pas de problème dans sa vie. Et si tu n'as pas de problème dans ta vie, c'est que tu fais partie des classes dominantes au point où économiquement tu es stable, culturellement tu es stable et socialement tu es stable. Et du coup, c'est des gens qui sont forcément déconnectés des réalités sociales des personnes des classes populaires et globalement des personnes qui sont juste en dessous de la classe moyenne. Et du coup, c'est juste terrifiant que ce genre de personnes puissent prendre des décisions qui auront des répercussions concrètes sur la vie de milliers de personnes dont elle ne connaîtra pas les situations ou les problèmes ou les enjeux actuels en fait. Et c'est vraiment trop scandaleux. Mais c'est même le problème en fait des listes citoyennes. Hein. C'est que vraiment, bien souvent, les citoyens, c'est les mêmes. Donc, quand tu as les mêmes citoyens qui sont là, tu as une reproduction de leurs idéaux qu'ils veulent mettre en place. Et sachant que pour certains citoyens, la violence en politique, c'est-à-dire le fait de gueuler fort, de faire des manifestations un peu plus radicales, de faire des moments de blocage, il y a certaines personnes, même si elles vont se revendiquer de gauche et elles vont se revendiquer pour une lutte des classes, en fait, comme dirait le vieux, elles font du jardinage, quoi. Et c'est ça le souci, bien souvent des listes citoyennes. Et ça revient plus globalement, en France, qui c'est qui fait de la politique qui est reconnue comme légitime ou valorisée? En fait, c'est les petits blancs des centres-villes comme nous, c'est les petits bourges intellectuels, c'est les cadres, c'est les chefs d'entreprise, c'est les sciences-pistes qui n'ont jamais bossé de leur vie sauf pour valider un stage en L3. Genre, en fait, c'est que des gens comme ça. Parce que tout le jeu est fait et organisé pour que ce soit des gens comme ça et que ce ne soit pas des gens qui souffrent ou qui auraient des idées un peu trop radicales et qui ne pourraient pas s'appliquer dans le mode de fonctionnement bourgeois actuel. Parce que bon, on peut être radical un petit peu, on peut faire un petit programme de rupture, mais il faut quand même pas trop déranger les institutions. Faut pas déconner parce qu'après dans Poitiers il fera plus bon vivre. Ouais. Et s'il fait plus bon vivre dans Poitiers, ça veut dire que bientôt il y aura plus personne. Ouais, genre c'est cool, on met le PC à la mairie, mais par contre quand faut fermer dit Augustin, on en a rien à foutre que les petits vieux crèvent dehors, quoi. On ferme quand même. Mais là, on va justement revenir après sur les logiques politiques en fait qui ont été mises en place. Et donc là, par rapport à ça, Léonard Monconduit, donc elle s'est défendue. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Elle a rappelé que le principal problème dans le cumul était le manque de disponibilité. Alors, c'est là où on a
un problème de fond, parce que non, le problème du cumul, c'est pas le manque de disponibilité, le problème du cumul, c'est qu'il y ait une personne qui s'accapare plein de pouvoirs. C'est-à-dire que tu es une personne qui soit dans une municipalité, au département ou à la région en même temps, et même on peut le faire avec quand on est député et qu'on est en même temps, au département, bah, ça amène tout un tas de problématiques qui est que bah, on perd toute objectivité par rapport à la politique. Quand on est en politique, théoriquement, on doit avoir un certain altruisme, mais dans sa doctrine. Là, le fait qu'elle soit partout en même temps, c'est pas tant le fait qu'à 8h du matin, elle n'est pas disponible vu qu'elle a une commission je sais pas où, c'est le fait qu'elle prenne tous les pouvoirs et qu'en fait, il y ait ce manque de démocratie autour d'une seule personne. Bon, elle s'est engagée en cas d'élection dans l'exécutif à démissionner de toutes ses délégations. Mais elle l'a fait, ça. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Alors, regarde. Mais elle l'a fait récemment, non? Non, elle l'a fait. Alors, Parce qu'elle a démissionné de Poitiers Collectif. parce qu'il y a en fait, il y a les mêmes débats dans tous les partis politiques. Vu qu'au final, là, en fait, la problématique qui s'est posée, c'est justement des problématiques de partis politiques. Et c'est ça, je pense, qui a dû faire câbler un peu de gens, malgré que la liste soit passée, c'est que de fait, toutes ces problématiques de bah oui, mais regardez, elle est encartée quelque part, oui, mais regardez, mais va y avoir le cumul des mandats, ça aurait été effacé, écarté directement si elle n'avait pas été Europe Écologie Les Verts. Et là, en fait, ça amène un nouveau débat qui est bah que va-t-elle faire en fait si donc elle est bel et bien Europe Écologie Les Verts par rapport à la liste citoyenne. Et donc il y a une nouvelle problématique qui est bah, est-ce que moi je peux démissionner, sachant que si jamais je démissionne donc de mon poste de conseiller régional, je suis à mon poste de conseiller régional avec Europe Écologie Les Verts. Ce poste de conseiller régional rapporte de l'argent à Europe Écologie Les Verts. Si je démissionne de mon poste, Europe Écologie Les Verts a moins de place. Mais de fait, bah, tout augmente. Donc c'est-à-dire que la personne qui était en dessous et donc qui était une personne de La République En Marche va se retrouver à sa place. Et donc la question se pose en fait. S'il y avait autant de problématiques, si elle avait déjà un poste à la région, si Europe Écologie Les Verts était à deux doigts de perdre de l'argent et qu'en plus ça un poste allait revenir à la droite en la matière d'En Marche, bah pourquoi en fait tenter la municipalité alors qu'on sait très bien que tout ça bah, ça va être un bordel sans nom, car il y a un monde où justement va y avoir une dislocation du collectif, chose qui n'a pas réellement eu lieu au final. Pourquoi en fait tenter de s'engager si ce n'est bah, la volonté d'être toujours plus en avant, toujours plus élu, toujours plus représenté. Et donc bah voilà, c'est ce qu'elle dit ici, c'est un élu En Marche qui monte à la région en étant le suivant de la liste. Et c'est une perte de rapport de force interne dans le groupe écologiste. Ça, et voilà, grosse opposition au ELV à la République En Marche. J'avais oublié ce détail. Et enfin, le budget des groupes politiques à la région est indexé sur le nombre d'élus. Et donc bah voilà, en fait là, elle est sciemment prête à faire en sorte qu'Europe Écologie Les Verts touche un peu moins d'argent, etc., pour pouvoir être maire. Alors que, toujours, elle n'était pas toute seule dans cette liste. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que donc il y avait 20 personnes, donc il y a 3 femmes qui ont refusé d'office, mais il y avait 3, donc il y avait 5 autres femmes, 5 autres femmes qui étaient disponibles, plus le Normand Conduit. Et en fait, il y avait du monde qui était là, qui était disponible. Bien entendu, le reste de la liste, c'est des sciences pistes. Ah oui, mais ça c'est évident. Donc en fait, ça aurait pas non plus changé la structure sociologique. Ce qui me filme, c'est vraiment la dernière phrase. Cette explication a permis de lever l'objection. Genre vraiment, point. Genre, elle a parlé et tout le monde a dit d'accord, tout va bien. D'accord, bon bah d'accord. écoutez. On avait oublié. On avait oublié que oui, tu allais peut-être démissionner. Et donc, elle s'est engagée en cas d'élection à soumettre cette décision à l'avis de Poitiers Collectif et d'en respecter le choix du collectif, quel que soit, tout en demandant, si possible, que soit pris en compte l'avis de son groupe d'élus à la région. Bah, en fait, par ce débat-là, on se rend compte que Europe Écologie Les Verts devient le parti de Poitiers Collectif. Et le fait de dire que ce n'est pas vrai, bah, en fait, c'est juste prendre les Pictaviens, on va dire les Pictaviennes, pour des bleus, parce que, bah, en fait, ça, là, tout ce paragraphe-là montre, bah, si, il y a des conflits d'intérêts entre la volonté civile et la volonté politique de la liste. Et tu vois, à qui profite le crime? La question se pose. À qui profite le crime? Qui en tire quel collectif, quel groupe en tire le plus de bénéfices? Est-ce que ce soit Léonard Monconduit qui soit à la mairie? C'est pas les habitants d'un quartier, c'est pas une maison de quartier, c'est pas une association en particulier. C'est un parti politique, c'est ELV en fait. Et c'est là qu'on voit toute la... Mais ça, c'est de la branlette intellectuelle des partis, etc. pour les élections. Mais ils sont en mode, oui, mais non, on fait pas ça pour nos intérêts propres, on fait ça pour tout le monde. Et étant donné qu'on est dans un parti, bah, en fait, on est mieux formé. Du coup, c'est nous qui devons y aller, etc. Mais en fait, c'est de la branlette. Si t'es mieux formé, bah, justement, mets-toi en retrait et envoie quelqu'un pour qu'il se forme. Genre, ça n'a aucun sens. Juste, tu veux tirer ta couverture, tu veux ta thune, tu veux tes cartes d'adhésion et tu veux tes contacts qui te permettent de faire un répertoire un peu partout, dans tous les postes, pour espérer gratter dans 15 ans
un semblant de ministère ou un bordel comme ça. Et du coup, tu prends en fait le jeu politique et la vie concrète des gens pour un jeu et comme un marchepied en fait pour asseoir toi ta carrière politique et tes ambitions politiques. Mais ça, c'est tellement une réflexion science-piste, genre. C'est tellement ça, Sciences Po, désolé. C'est vraiment ça. Genre vraiment les sciences-pistes qui viennent des classes populaires et tout, force à vous. On peut être ensemble, mais vraiment les sciences-pistes qui y vont et qui sont en mode « Ah, trop bien, pour valider mon master, en fait, je vais faire une mission humanitaire, ça va être trop bien, je vais aider des gens et en plus, je vais valider mes études. » Connard. Connard, genre, c'est trop grave d'avoir ces méthodes de réflexion-là, de penser à son intérêt personnel mais c'est pour comme faire une bonne action, genre. Mais c'est comme toutes les associations de Sciences Po qui se créent tous les ans. En fait, tous les ans, si vous regardez, si vous suivez des comptes de Sciences Po, de BTE, etc., tous les ans, vous avez des nouvelles associations qui sont créées. Et tous les ans, en fait, c'est juste pour valider leur UE, ils créent une association et 6 mois après, elle devient plus rien. Et c'est une association qui bien souvent aide les plus précaires ou autres et qui sont faits dans un but uniquement de valider des UE. Alors, Yurigan qui nous dit, notre fidèle rédacteur, qui nous dit « Mais que faites-vous de Génération S, membre de Potico ? Vous pensez que Léonore fait carrière en politique ? Quand j'avais posé la question en 2019-2020, on m'avait dit que ça n'avait rien à voir, même si ça y ressemble beaucoup. » Alors, Génération S, c'est Benoît Hamon, ça. C'est Benoît Hamon, quoi. Parce que Benoît Hamon, c'est vraiment un débat, là. Après, Voilà, quoi. Genre, en fait, ça reste des anciens du Parti Socialiste qui sont là et qui sont en mode la politique, elle devient un peu trop violente, on n'arrive plus à se faire entendre. On n'arrive plus à trouver la voix auprès de la population et du coup venez on fait genre on est des prolétaires et peut-être on se fera enfin entendre par les classes moyennes mais déjà on pourrait partir sur un débat sur les classes moyennes mais le fait est que il n'y a pas que Génération S qui est à voir dans Petit Collectif. Le PCF fait aussi partie de membres collectifs. Que fout le PCF dans Poitiers Collectif ? Mais que fout le PCF à s'appeler communiste déjà, par pitié. Oui, mais rendez les droits, lâchez ça. Mais outre localement, genre, que fout le PCF avec une liste qui se dit citoyenne et où on voit que l'entièreté de la liste, en fait, c'est que des membres d'Europe Écologie Les Verts. C'est terrible. Bien entendu, c'est avant tout un point de vue électoraliste, parce que le PCF a envie d'avoir des sièges, mais c'est dans sa logique de parti de vouloir toujours des sièges. Mais voilà, à un moment, il ne faut pas non plus se plaindre, genre, ce qui s'est passé à Édith Augustin, donc, qui est un endroit où il y avait essentiellement de centenaires et d'anciens qui étaient là depuis longtemps, mais sauf que ça perdait énormément d'argent, Édith Augustin. Et donc, ils ont décidé de fermer cette maison de repos. Ouais, et en fait, pendant des mois, il y a la CGT qui a fait une occupation, il y a eu des pétitions avec des milliers de signatures qui ont été faites, et à la fin, la maison de repos a pas été fermée parce qu'il y avait des vieux qui disaient littéralement, moi je suis prêt à mourir plutôt que de quitter ce lieu où je suis parfois depuis 5 ans. Et on sait très bien qu'à quel point déplacer un ancien d'un lieu dans lequel il a pu recréer sa vie, parfois isolé de sa famille, etc., c'est compliqué de le remettre dans un nouvel endroit. C'est pas comme genre un bouquin qu'on change de place dans une bibliothèque, quoi. Donc voilà. Et donc quand on dit que Léonard Monconduit ne fait pas carrière, en fait, à partir du moment où on voit son diplôme de sciences politiques, c'est pas possible. C'est pas possible décemment de dire « elle fait pas carrière ». Vu que sciences politiques forme et conforme l'idée que la politique, c'est pas uniquement une question d'altruisme, mais c'est une question de volonté propre d'aller toujours plus loin. Genre, Sciences Po se construit autour de la compétitivité, autour de l'élitisme, un peu dans un mood saint-simonien, en mode il faut une élite éclairée qui aide la couche d'en dessous. Tu vois, là-dessus, si après on va étaler son capital culturel là, universitaire, mais il y a eu un livre de Mathieu Dejean sur la création de Sciences Po qui s'appelle Sciences Po, école de la domination, où dedans il explique Sciences Po, l'école de la domination là, et dedans il explique la création originelle de Sciences Po. Et en fait, Sciences Po, c'est une école qui a été créée en réaction à la Commune, en réaction à l'affaire Dreyfus, à la Commune, etc. Et ça a été fait par l'aristocratie de l'époque, antisémite, bourgeoise. Il y en a qui étaient monarchistes, il y en a qui étaient bonapartistes, etc. Et ça a été fondé pour, littéralement, dans l'acte de création de Sciences Po, former une élite à diriger le pays. Et tout cet ADN de Sciences Po, on le retrouve, mais globalement avec toutes les grandes écoles, en fait. Où, en fait, c'est des gens qui sont formés par l'État à rentrer dans l'État et à gouverner l'État. Et du coup, à partir du moment où tu as l'école qui te forme à quelque chose, déjà, on pourra avoir un débat, mais ça serait un peu long, sur pourquoi l'école, c'est un facteur de reproduction sociale et que ça reprend les codes dominants et les codes bourgeois, et du coup, ça pénalise les classes populaires et ça favorise une reproduction de l'espace social et de la hiérarchisation sociale, etc. Mais les grandes écoles, c'est encore pire.
c'est qu'en fait, c'est des gens qui te disent bah non, on va créer tout le monde, on va apporter des solutions, on va étudier les gens de droite comme de gauche. Carrément, il y en a qui pensent que Sciences Po, c'est de la gauche. C'est wokiste, hein, Sciences Po. C'est wokiste de fou, ouais, ils font des blocus. Et du coup, en fait, ça participe juste à la réintégration des normes bourgeoises de la politique, qui est de parler calmement, de s'exprimer clairement avec un vocabulaire élaboré, sur des thématiques un peu abstraites, où en fait on va étudier des faits historiques, genre par exemple la Commune, on va expliquer bah oui, il y a eu ça, il y a eu les martyrs, la semaine sanglante, etc. Mais en fait, on va pas te demander une analyse politique et une prise de position vis-à-vis de ça, où tu vas rester décentré de l'objet. Et du coup, en fait, ça ne te permet pas de comprendre véritablement politiquement ce qui se passe et les enjeux, en fait. Et c'est pour ça que tu as des sciences pistes. Il y en a qui vont tourner sur de l'extrême gauche parce qu'ils ont lu des livres d'extrême gauche et qui se disent c'est trop bien, moi aussi je suis anarchiste. Ils ont lu Régis Debray, ils se disent ça y est, ouais, je peux voilà, faire la moi aussi guérilla. je vais faire la guérilla, sauf que bah, en fait non, parce que dans 3 semaines tu as un contrat avec 2500 balles qui t'attend, donc tu vas pas faire la guérilla dans la jungle. Et de l'autre côté, tu as des sciences pistes qui vont vers l'extrême droite, parce qu'en fait, eux, ils ont compris que en étant l'extrême droite, tu peux à la fois exploiter une violence à laquelle tu as envie d'adhérer, ce qui se passe avec les fascistes, avec les groupes d'extrême droite en général, mais en même temps, ça permet de maintenir ton statut social tout en pouvant l'assumer parce que tu es légitime et parce que tu vas le défendre toi-même grâce à la violence, etc. Et du coup, Sciences Po, c'est vraiment La quintessence de la l'apogée, ouais, c'est vraiment l'apogée de la bourgeoisie intellectuelle qu'il peut y avoir à gauche et des facteurs de reproduction que sont l'école et les grandes études en général. Et c'est un peu catastrophique que ce soit des gens où en fait ils font des carrières professionnelles politiques, mais carrément c'est un espèce de diplôme. Genre, ce qui différencie les professions des métiers, etc., c'est la qualification institutionnelle en fait. Genre, les médecins, personne va aller chez un pote qui est médecin mais qui est passionné de médecine. Genre, personne va se faire opérer par juste un mec qui a lu Dr House ou je sais pas quoi. Genre, on va aller des médecins parce qu'ils sont reconnus socialement, parce qu'ils ont un diplôme d'État, etc. Alors que les politiciens, d'habitude, ce qui se passait, c'est qu'on n'allait pas vers quelqu'un qui était reconnu comme politicien, on allait vers quelqu'un qui savait s'exprimer, qui était d'accord avec toi, ou qui connaissait ta situation parce qu'il l'avait vécu, genre les ouvriers qui étaient syndicalistes, des trucs comme ça. Là, ce qui se passe avec la montée de Sciences Po et des grandes écoles politiques, et des IEP en général, c'est qu'en fait, on va vers une reconnaissance de la société sur quelqu'un qui est spécialiste de ça, et qui du coup est légitime à donner son avis, son analyse, et qui peut avoir les connaissances pour y répondre. Ouais. Alors que non, genre c'est de la branlette, ça veut rien. C'est pas parce que tu as lu 40 fois un livre qui parle des conditions ouvrières ou qui parle des luttes syndicales que tu es à même de défendre ça ou de les défendre eux. Parce qu'en fait, il y a toujours le truc de on ne l'a pas vécu, tu ne sais pas ce que c'est. Genre, c'est comme t'as Vlad militant de gauche des classes intermédiaires, de la classe moyenne basse ou de la classe moyenne sup, qui milite à gauche, notamment à la FI, etc. Parce que la FI a ce côté institutionnel acceptable où tu vas pas être rejeté ou stigmatisé, mais d'un autre côté, c'est un discours un peu radical où du coup ça te détache un peu de la bourgeoisie et de la droite, Ça etc. avait, en tout cas, ouais. Mais du coup, en fait, ces gens-là, ils peuvent pas parler des ouvriers. Enfin, ils n'ont pas travaillé à l'usine, ils n'ont jamais fait d'intérim, ils n'ont jamais vu leur daron faire les 3-8, ils n'ont jamais vu ce que c'est un panier repas, ce que c'est de payer avec des tickets restaurants parce que ta carte bleue, elle peut pas passer. En fait, ils l'ont vu, mais ils l'ont pas vécu. Ouais, Ils l'ont et vu du coup, dans leur entourage proche. En fait, ils sont distanciés de l'objet. Et c'est pour ça que parfois des sciences pistes comprennent pas qu'on les traite de bourgeois. Ils nous disent mais si, mais j'ai connu la précarité, je viens de la campagne, etc. Je connais ça, mais non, en fait, fraté, c'est pas parce que genre ton voisin de classe, il te disait qu'il allait au resto du cœur que toi tu sais ce que c'est la honte, la peine et la souffrance d'aller au resto du cœur et de voir les gens autour de toi qui ont des vêtements carrés, alors que toi tu peux pas t'acheter des chaussures pendant 1 an et demi vu que tes darons ils ont pas assez d'argent. Et c'est pas parce que tu fais la fin des marchés pour gratter les invendus que tu connais la précarité en fait. Parce que si là tu grattes pas des invendus, bah dans la majorité des cas des étudiants Sciences Po, les parents vont envoyer un chèque. Ou si tu grattes des invendus, il y a aussi tout un biais sociologique et plein de facteurs sociaux qui font que ouais, le commerçant en fait il va plus donner ses invendus à une petite bourgeoise centre-ville qui est blanche, qui est propre sur elle et qui s'exprime correctement, etc. plutôt qu'à un mec qui est en survêt de troué, basket troué et qui sent l'alcool ou qui sent la clope quoi, genre. Et en fait c'est plein de... Il y a une accumulation d'handicaps sociaux qui font que les classes populaires ne peuvent pas être représentées en politique dans notre système actuel. Et tu as une accumulation de bienfaits sociaux, à contrario, qui fait que bah, en fait, ça va toujours être les mêmes qui vont être valorisés, qui vont être dominants, qui vont être légitimes, etc. Et ça, bah, les grandes écoles comme ça, ou les écoles qui t'apprennent à faire de la politique, j'ai envie de vomir, bah, ça, c'est des facteurs d'accumulation et d'accroissement de ces inégalités-là, en fait. Et puis on trouvera toujours une personne qui dira si mais regardez moi je suis fils d'ouvrier. Oui, il y aura toujours... mais c'est comme les quotas, genre la question des quotas où les gens ils se réfugient derrière les quotas, on disait ouais mais Sciences Po c'est une école qui accepte beaucoup de classes ouvrières. Bah ouais mais connard, peut-être que les classes ouvrières t'as dû mettre des quotas parce que précisément sans les quotas il n'y aurait pas de classe ouvrière. Et même les classes ouvrières qui accèdent à ces quotas, bah, en fait il faut voir à l'intérieur des classes ouvrières qui c'est en fait. Est-ce que c'est des mecs où les deux parents sont chômeurs, malades de longue durée,
qui n'ont pas fait des grandes écoles, qui ont grandi en campagne, mais vraiment dans la campagne, genre pas les petites campagnes un peu bourgeoises comme on peut avoir chez nous vers Royan et trucs comme ça, mais vraiment la vraie campagne où c'est bien catastrophique, où tu as plus de vaches que d'habitants, des trucs comme ça. Et en fait, c'est plein de facteurs qui s'oublient. Mais d'un autre côté, je pense qu'ils en ont aussi conscience. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de Sciences Po qui ont Je crois conscience pas. de ça. Hein. Ah non, je crois vraiment pas. Je crois vraiment qu'il y a un déni profond. Mais en vrai, on pourra faire littéralement tout un live sur Sciences Po de. Si tu veux, on pourra même inviter Mathieu Dejean pour en parler en vrai. Faire un live avec lui sur parler de Sciences Po, vu que toi, tu as des choses à dire sur Sciences Po qui, qui sont le sac, il a besoin d'être vidé. Au lieu de te payer une psy, on va plutôt faire des lives Twitch. Locan qui dit mais non, enfin, je lâcherai des millions d'euros. Gros, je t'en supplie, tu sais, nous on est une petite association, on fonctionne aux dons charitables. Lâche-nous des millions, je t'en conjure. Et la réalité est vraie qu'on est bien plus beau. En plus, ça, c'est parce que c'est pas nos photovoltaïques. je crois que c'est 66% de ton montant du don, il est déductible de tes impôts. Ouais, donc si tu nous donnes. Donc, s'il y a des bourgeois de Sciences Po, on adore Sciences Po, donnez-nous de l'argent. Donnez-nous de l'argent, on vous en supplie. Enfin bref, tout ça pour dire sur Sciences Po que bah voilà, quand on disait en 2019-2020 qu'elle voulait pas faire carrière, bah en fait c'était prévisible à 2 km, 2 km x 600 qu'elle allait faire ça. Et donc, parce qu'il n'y a pas que des arguments contre, Robin, attends, oui, il y a aussi des gens pour. C'est Et fou, donc, ça. tout ça pour ça. Voilà. En soutien à l'objection. Hein. Tout ça pour ça, bah voilà, bah c'est bel et bien le problème. C'est une liste de candidats déjà encartés qui remet en question la cohérence de la démarche citoyenne. Et là, je pense qu'il y a des gens, ils ont dû se sentir mais niqués. Ils ont dû se dire, ça fait des mois que je tracte, que je dis que oui, ça sera pas encarté, tatati tatata. Et là, ils se retrouvent à se la mettre à l'envers. Ça se trouve, c'était des gens qui de base étaient un peu France Insoumise. Quoique, pour la France Insoumise, c'était la liste Ozon Mais je pense qu'à qui je pense était qu'à la bien FI, plus moins radicale. naïf. Je Non, pense mais que c'était moins naïf. la FI était à Ozon, donc, enfin la FI, on va dire que c'était apparenté France Insoumise, qui donc a fait une liste qui s'appelait Ozon 2020, qui était un petit banger. Au niveau de tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait mettre en place. Il voulait remettre le tram, mec, ça aurait été incroyable. Incroyable. Enfin, après, on va dire que j'ai un parti pris. Et donc, le choix de Léonore témoigne d'une logique partisane qui souhaite porter une militante à la tête de la démarche. Alors, le problème, c'est pas tant qu'elle soit militante, parce qu'en fait, on est obligé d'être militant pour faire de la politique, même quand on fait des listes citoyennes, c'est du militantisme, parce qu'on va tracter, etc. Mais le problème, c'est qu'elle soit une militante d'Europe Écologie Les Verts. C'est ça le fin fond du problème, et que surtout, elle est cachée le fait qu'elle était là pour Europe Écologie Les Verts, sous le prétexte de finalement Europe Écologie Les Verts est pas derrière moi, alors que si, ils ont bataillé comme jamais pour la mettre en tête de liste. Le signal politique aurait été plus fort si le choix s'était porté sur une personne non adhérente à un parti politique, ce qui est réel vu qu'il y a tout un tas d'associations, tout un tas de collectifs qui n'attendent que ça en fait, qu'on leur donne leur chance de pouvoir être représentés à la municipalité en tête de liste ou dans les 20 premières têtes de liste, parce que je pense pas que tous les collectifs ont envie d'être maire de Poitiers, mais il y a des gens qui ont des choses à dire. Et en fait, le problème qu'il y a donc avec Poitiers Collectif, c'est que c'est des gens qui sont majoritairement blancs. Après, nous, on est blancs aussi, donc on n'a rien à dire, tu vois. Mais le fait est que c'est des gens qui viennent du même cercle, le cercle social. Et combien de gens viennent des couronneries, combien de gens viennent des Trois Cités, combien de gens connaissent le chaudage, combien de gens sont à Equidom, etc. Donc qui est le bailleur social de Poitiers. Personne. Et c'est ça en fait le souci. Et aujourd'hui, on a donc les mêmes problématiques qui ont lieu donc dans le quartier des Couronneries, à Saint-Éloi, et dans tous les quartiers qui sont en dehors du centre-ville de Poitiers. Et il n'y a pas de ligne de bus, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de lieu propre où se poser à proprement parler. Alors oui, il y a les petits squares avec des petits terrains verts, mais à côté, ça reste des grands bâtiments où il n'y a rien du tout au milieu. Il y a juste un gars qui fait tabac, presse, qui fait limite épicerie et qui fait mondial relais. Et voilà, genre t'as que ça. Tu vois, là-dessus, nous cette année, pour nos études, on a fait un dossier d'enquête sur Cap Sud. Donc pour ceux qui ne sont pas de Poitiers, Cap Sud, c'est une maison de quartier à Poitiers Sud, à côté de Bellejoine et tout. Et en gros, ils avaient demandé qu'on fasse une enquête sur les habitants pour connaître leur rapport à la maison de quartier et à Poitiers Sud en général. Et ce qui était intéressant avec Poitiers Sud, c'est qu'il y a plein de petits iris, donc plein de petits sous-quartiers entre guillemets, où du coup on a Chilvert, les Prémignons, Bellejoine, etc. Et du coup c'est assez intéressant parce que tu as un quartier où il n'y a vraiment rien, il n'y a rien à faire, genre les Prémignons, il n'y a que des maisons ou des zones d'entreprise, c'est nul à chier. Tu as Bellejoine où il y a tout le centre commercial, il y a des quartiers pavillonnaires et il y a aussi des quartiers HLM,
des cités, etc. Et du coup, il y a les maisons de quartier. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu vas parler avec ces gens, quand tu fais des enquêtes, on a fait des questionnaires et trucs comme ça. Et on a parlé aussi, nous, avec les éducs de rue, de la prévention spécialisée dans la protection de l'enfance qui sont à Poitiers-Sud. Ok. Et en fait, tu te rends compte que en fait, le principal problème qu'il y a dans les maisons de quartier, c'est que c'est inaccessible. En fait, il y a une frontière symbolique qui se met en place. On revient toujours au problème sociologique des frontières symboliques avec Bourdieu. Assez Bourdieu, c'est un Poitiers. Et du coup, en fait, tu as ta frontière symbolique où en fait les gens, les petits bourgeois culturels de la classe moyenne supérieure, la petite bourgeoisie intellectuelle, de ce que dit Bourdieu, en fait, ils vont pas aller dans les maisons de quartier s'investir socialement et donc politiquement, parce que du coup, tu parles de ce qui régit la ville et comment ça se passe. Ok. Ils vont pas s'y investir parce que dans leur conception bourgeoise, les maisons de quartier, c'est pour les classes populaires. Il y en a un, la personne avec qui on s'est entretenu a parlé de... c'est bien d'aider les gens qui sont dans le besoin, en parlant des maisons de quartier. Mais c'est pas du mépris de classe, en fait. C'est que vraiment, dans leur conception, ils pensent que les maisons de quartier, c'est pour de l'aide alimentaire, de la distribution alimentaire, ce qui se passe vraiment. Et ils oublient tout le côté activité culturelle et sortie bourgeoise des théâtres et tout comme ça. Et d'un autre côté, quand tu parles avec les classes populaires de Belgique qui n'y vont pas, ils disent, bah, en fait, nous, on n'y va pas parce que en fait, c'est de la lecture. Ils proposent du théâtre, d'impro, ils proposent du théâtre classique, on regarde des films. Ouais, qui sont en fait des trucs déjà avancés Ouais, culturellement, quoi. Exactement. Et en fait, c'est pas le bon capital culturel qui est mobilisé. Parce qu'en fait, les maisons de quartier vont utiliser un capital dominant, légitime, où il faut avoir une certaine connaissance des arts, de la science, etc. Là où le classe populaire, en fait, c'est du concret, en fait. On s'en bat les couilles de connaître ce que c'est la peinture abstraite. Nous, on veut faire un foot à 7, en fait. Et c'est ça, en fait, la différence qu'il y a et la nuance qu'il y a. Et du coup, c'est intéressant parce que Capsud disait nous, on veut aller vers la mixité sociale, nous, on veut aller vers une élévation culturelle des classes populaires et tout. Et c'est assez drôle que tu te dis ça alors que tu es représentant d'une maison de quartier, que tu dises nous, on veut la mixité sociale. Donc, tu établis de fait qu'il n'y a pas de mixité dans ton établissement et que tu la forces. Et que tu la fasses en faisant quoi? En allant vers les classes populaires. Donc, tu admets de fait que toi, ta maison de quartier, à la base, c'est un truc de bourgeois institutionnel qui n'a rien à faire au milieu des classes populaires. Et du coup, c'est assez drôle. Et c'est exactement pareil ce qui se passe avec les collectifs. Les gens qui s'investissent dans les associations, dans les collectifs, en dehors des assos de quartier qui, elles, sont un autre groupe social qui milite et tout, dans les mairies, pour tout ce qui est importance avec les centres-villes, etc., c'est toujours de la petite bourgeoisie qui y va, de la petite bourgeoisie intellectuelle qui est de gauche, mais qui n'a pas assez de thunes et qui domine pas assez économiquement pour être totalement de droite. Et du coup, ils se retrouvent là-dedans, dans de la branlette intellectuelle, où ils disent qu'ils sont de gauche, mais par contre, si on peut payer moins de CSG à la retraite, ça serait cool quand même. S'il vous plaît, on vous en supplie. Et c'est assez symptomatique de ce qui se passe en général en politique en France, en fait. Ouais, bah ouais, clairement. Et c'est le problème donc d'avoir des listes comme ça qui ressortent, qui mettent en place donc des politiques locales et publiques qui n'ont rien à voir avec les réels besoins des différents quartiers de la société. On peut parler des bus gratuits, entre autres, qui sont un besoin urgent à Poitiers, où les gens sont en retard au travail, littéralement, parce qu'il n'y a pas assez de bus ou que les bus sont trop en retard. Les gens n'ont pas d'argent, etc. Alors certes, quand tu es étudiant, tu payes que 30 euros par an, mais à côté, il y a des étudiants pour qui 30 euros Si par t'as an, les c'est aides, si énorme. t'as les aides. Si tu as les aides, Si tu fais un bon dossier. Ouais. si la CAF te le valide. Donc voilà. Donc là, voilà, il y a eu tout ça pour ça, le risque fort d'une mauvaise perception de la démarche politique, etc. Et il y a aussi donc des arguments en opposition à l'objection. Donc alors, c'est en fait des arguments pour Léonore Monconduit. Je ne sais pas pourquoi ils ont Ça me fait comment c'est tourné, genre c'est pas des arguments en soutien à mon conduit, c'est des arguments contre. En mode oh non, t'as pas le droit d'être comme ça, parce que quand même c'est beaucoup plus cool comme ça. Je suis mort, ils ont fait un barrage républicain. Donc il y a justement, ce que je te disais tout à l'heure, le message du fait que ça soit une femme qui passe. Alors chose qui est significativement importante, le fait d'avoir une femme dans les municipalités, c'est pour ça que la parité est extrêmement importante. Sauf que là, le problème c'est que vous allez me dire que là, dans tout ça là, seulement Léonore Monconduit était capable d'être maire ou mairesse. Genre là, il n'y a qu'une personne qui est encartée Europe Écologie Les Verts, qui a fait Sciences Po, qui est à la région, qui dit que peut-être Europe Écologie Les Verts va perdre de l'argent si jamais elle doit démissionner. Vous me dites qu'il y a donc que la mairesse qui est disponible, la mairesse actuelle. C'est donc un vrai problème de construction de la liste. Parce que s'il n'y a qu'une seule personne qui est disponible et que cette personne, on sait très bien qu'elle pose des problèmes par rapport à la volonté apartisane d'une liste, en fait, on ne demande pas à ce qu'elle soit là. Et le fait de dire après, mais c'est une femme, on a le droit, non, je ne sais pas parce que c'est une femme qu'en fait, derrière, il y a des revendications politiques qui sont en place. Il y a des revendications politiques qui sont plus fortes que juste, qui sont plus fortes que juste le fait de mettre quand on appelle ça un totem, une sorte de totem en mode c'est une femme alors elle peut passer. Sauf que là le souci qu'on a c'est que
c'est que après, ça a donné quoi? Ça a donné une mairie, Europe Écologie Les Et Verts. tu vois, Alors que théoriquement, c'était censé être une mairie à partisane. après, Et il y aurait eu des femmes qui auraient été là et qui seraient venues de collectifs et autres, qui auraient été carrément chaudes. Et ça aurait été encore plus incroyable finalement d'avoir une liste forte. et ça ouvre un deuxième débat, tu vois. Après, je suis pas assez renseigné sur le sujet, il faudrait que je lise plus, je pense, là-dessus. Mais ça ouvre le débat de la discrimination positive et tout. Et là, dans ce cas-là, en fait, on a dit, bah ouais, c'est une femme, du coup, c'est cool qu'elle y aille. Et en soi, sur le papier, ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est pas n'importe quelle femme, ça reste une femme bourgeoise. Et du coup, ça revient à la question de est-ce que on met la discrimination positive d'abord en priorité aux sujets actuels, aux doxa et aux trucs importants qui sont en cours, et c'est hyper important, que ce soit les queers, les femmes, les personnes racisées, etc. Ou est-ce qu'on part de la classe sociale à la base et là, dans ce cas-là, le fait que est-ce qu'une femme qui serait venue des quartiers populaires, qui n'aurait pas les codes bourgeois, qui n'aurait pas son capital culturel hérité, institutionnalisé, etc., est-ce qu'elle aurait bénéficié de cet argument de ouais, mais c'est une femme, il faut la mettre en avant, ou pas? Moi, je sais pas. Je sais pas si ELV, si la femme qui aurait été candidate et qui aurait occupé ça venait des quartiers populaires et serait vraiment précaire, je sais pas si elle aurait bénéficié du soutien, tu vois. Et je ne connais pas assez pour savoir. Bon, Mais- après, et ça m'étonnerait, tu vois. Ça t'étonnerait qu'elle aurait été acceptée? Ça m'étonnerait qu'ils Ça auraient sorti cet m'étonnerait argument, aussi. tu vois. Ouais, clairement. Je pense qu'au contraire, ils auraient dit oui, mais non, c'est pas parce que c'est une femme qu'on est obligé de la mettre. etc. Surtout que voilà, il y a également le truc de c'est la première fois que se présente l'opportunité de voir une femme de Poitiers à la mairie de Poitiers. Oui, voilà. C'est vraiment. Bon, après, c'est un pont de fou, mais c'est vraiment le même argument que les Gaulemont qui savaient pas défendre Marine Le Pen et qui disaient oui, mais c'est la première femme présidente quand même, c'est un peu féministe. Ah bah super. Connard. Super, elle va demander est-ce qu'on est tous des chats, mais à côté elle aura le droit d'être Ouais, un peu raciste, on s'en ouais. fout un peu. Alors, ELV est un parti qui s'implique dans la démarche depuis le début. Donc Tu voilà, m'étonnes. en fait le loup sort du bois, tu vois. Dont l'implication n'est plus à prouver, citoyen ne s'y finit pas sans parti. Déjà, c'est quoi citoyen pour eux, de base? Ok, on va taper C'est Poitiers RTL. Collectif, Sur le CNRTL pour savoir. Poitiers Collectif, programme 2020. On va voir s'il est encore disponible. Je pense qu'il doit être encore disponible. Parce qu'ils ont dû mettre le programme de Poitiers Collectif. Ah, Alors, engagée et résistante, c'est que nous voulons une ville solidaire, assurant la dignité de tous. Ça Nous doit voulons être- une ville démocratique qui redonne confiance en la politique. Préserver. Y a pas un soutenir les PDF? produits- Je sais on n'a pas. pas un gros PDF de 50 pages là? S'il vous plaît, un PDF. C'est tout ce qu'on fait, un PDF. Télécharger le Ah, programme complet. Voilà, incroyable. on en veut des pages. Et là, 6 pages, ça serait trop drôle. 56 pages! Non, mais on va pas tout regarder, on va Ah, aller juste à la ouais. présentation. Qui l'a lu même? Que je vous présente le programme de Poitiers Collectif, tête de liste. Alors nous on veut juste en fait qu'ils nous définissent Poitiers Collectif. C'est ça que je veux, répondre aux défis. Oh, ça doit être bien, sa page 19 là. Ça là, page 19 tu veux aller? Sur la vie de la cité dans le respect des droits culturels des habitants. Oh putain, 19. Ouais, ça a l'air bien ça. Alors les espaces publics sont les lieux que nous partageons dans le quotidien de notre ville. La rue, les équipements municipaux, les espaces verts, les équipements sociaux ou culturels. À l'échelle d'une ville comme Poitiers, c'est là que nous croisons, nous rencontrons et nous partageons une multitude d'expériences communes. Ce que nous constatons, c'est que ces espaces publics à Poitiers ont tendance à être désaffectés par les habitants et par les activités sociales. Mais pourquoi? La vie étudiante jugée trop bruyante Ah, en connard centre-ville. d'étudiants! Ces connards d'étudiants qui sont là, qui se plaignent de ne pas avoir d'argent, mais qui font la bamboche dans le centre-ville. La pauvreté, balayeur du centre-ville. C'est en deux doigts de nous parler de la gentrification et des gentrifieurs qui sont là de plus en plus. Hein. Bah, la faute à qui? Ouais, la vie culturelle. Après, juste avant elle, c'était le Parti Socialiste. Donc en soi, quand tu as Mais c'est pareil. Oui, mais voilà, mais en soi, quand tu as mis le Ouais. programme, il y a des revendications qui sont là et qui auraient pu. Sauf que maintenant. Et tu joues dans la distinction des prédécesseurs et du PS en mode bah regardez, eux ils sont de gauche, mais c'est pas la même gauche que nous parce que nous on critique leur bilan. Mm. Et du coup, c'est drôle aussi ça. Et ce c'est petit là où c'est notamment intéressant. On a voulu faire de Poitiers une ville vitrine et une ville tranquille. Et que nous dit Léonard Monconduit? jeu. Plutôt Il y qu'une a- ville ouverte et où la vie s'exprime librement. Non, mais là, c'est justement les critiques qu'il a fait par rapport à Clayes. Mais il a c'est fait les quoi, critiques. Clayes, pour Bah, mériter Clayes, ça il a fait que de la merde. Genre, en fait, il a coupé les subventions publiques. Enfin, j'étais pas à Poitiers à l'époque, faudrait en parler. Avec Ouais, des gens Random et qui ont- l'UPS. Ouais, Random et l'UPS. Après, Ok. Clayes avait son poids, il a encore son poids politique Ouais, au sein du ouais, Parti ouais. Socialiste, même à Ouais. Poitiers. Il essaye notamment de faire en sorte que Sacha Houlier soit, Sacha. qui est donc le député de la deuxième circonscription de Poitiers, il soit mis en tête de liste pour les Mm. prochaines municipales. Ouais. Donc Clayes a son importance dans la vie politique de Poitiers. Enfin, voilà. Et donc là, en fait, la critique a dit que Clayes a voulu faire de Poitiers une ville vitrine et une ville tranquille. Qu'est-ce qu'elle nous dit il y a un an? Poitiers, Léonard Monconduit sur Poitiers. Elle dit qu'elle souhaite de Poitiers que Poitiers c'est une ville où il fait bon vivre. Alors j'aimerais bien savoir La différence la profonde. différence
entre une ville tranquille et une ville où il fait bon vivre. Parce que là, pour moi, c'est très simple. Tout le premier paragraphe là, bah, c'est la politique qu'a insufflé la municipalité depuis 4 ans. Une ville où on juge que les étudiants font trop de bruit dans le centre-ville, où la pauvreté elle est balayée du centre-ville, où la vie culturelle elle est contrôlée à l'intérieur des bâtiments et des grands événements, et en fait on fait croire qu'il y a des choses qui se bougent du centre, mais en fait dès que ça sort du centre ça fonctionne pas. Il y avait le festival il y a 2 ans, c'est quoi le festival de Poitiers, les Expressifs. Donc les Expressifs qui est un festival gratuit dans Poitiers, au départ c'était surtout dans le centre-ville de Poitiers. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit ouais, faut qu'on sorte du centre, on doit faire des choses plus grandes. Ils se sont décalés sur le campus de Poitiers. Mais ça a été un truc bourgeois de fou furieux, c'est-à-dire que c'était du spectacle vivant. J'ai rien contre le spectacle vivant, mais en fait, tu peux pas vouloir dynamiser une ville, moi, j'ai un quelque chose soir contre de le spectacle fête, un vivant. soir de festival, etc. Et les moments de musique et tout, bah, c'est des trucs qui sont pas accessibles culturellement pour toi, vu que c'est pas dans ton ADN, c'est pas dans ta fibre et tout. Et le problème, c'est que du coup, la mairie s'est plaint du fait que ça n'avait pas marché parce que c'était sur le campus. Le problème n'était pas nécessairement que c'était sur le campus. Le problème était qu'il n'y avait pas de bus. Et le problème était que la programmation était nulle à chier. Et qu'il n'y avait rien, en fait, pour les gens qui ont envie d'écouter, je sais pas, genre du rap. Mais le rap, je pense, c'est un peu trop ghetto. Mais du rap ou du rock. Ou même, tu peux avoir un stand où il y a de la musique classique. Où il y a De la tech. où il y a ouais, il y a avant, il y avait un grand mur de son. Bon, bah, il est plus disponible. Même pour la fête de la musique, avant, il y avait un grand mur de son dans Poitiers. Bah, il n'y a plus rien du tout. Et en fait, on se rend compte que c'est au fur et à mesure, ça se recentre autour des mêmes choses. Le théâtre, la musique variété française. Bientôt, peut-être on aura Maître Games, celui qui fait de plus en plus de variétoches, tu vois, chante dans le centre-ville de Poitiers. Bordel. Mais voilà, mais voilà. Et donc, les espaces verts et les espaces sportifs, hein, c'est les tollés pour Poitiers. Donc, ouverte sur la vie de la cité dans le respect des droits Et culturels. ça, Donc ça, ils l'ont sorti avant d'être au pouvoir, faut Ok. s'en rendre compte. Donc maintenant, on peut le prendre avec du recul sur qu'est-ce qu'ils ont bel et bien fait ou pas. Construire les orientations politiques culturelles à l'échelle communautaire et municipale en dialogue avec les acteurs artistiques et culturels et les associations d'éducation populaire. Préserver en contrepartie les crédits actuels. Procéder avant toute nouvelle convention à une évaluation de l'activité des structures. Évaluer la fin de convention. Procéder à une évaluation de la première édition de Traversée Biennale et les quartiers du Palais. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent recréer de la culture au niveau des quartiers, sauf qu'en fait, ils veulent recréer de la culture par rapport au centre-ville. En fait, ils veulent faire en sorte que le centre-ville se fasse un CTRL-C, CTRL-V sur toute l'entièreté de la population. Sauf que, comme on sait, les populations, elles sont pas homogènes au sein d'une ville. Il y a des quartiers qui sont un peu plus prolos, il y a des quartiers qui sont un peu plus bourgeois, il y a des quartiers qui sont plus dans l'entre-deux où ça cohabite. Et le problème, c'est que si tu veux faire en sorte d'avoir la même politique culturelle dans le centre-ville et je sais pas vers Poitiers Sud, et ça va pas du tout fonctionner pareil, vu que les habitants sont pas du tout les mêmes et le mode de vie des habitants sont parfois radicalement opposés. tu vois, rien que, en fait, mettre autant d'importance à une éducation culturelle, populaire, etc., genre comme là le petit 1, le principe généralisé de l'éducation, en fait, c'est rien que ça, ça traduit leur bourgeoisie intellectuelle de merde. Parce qu'en fait, au lieu de dire ouais, nous on veut que les jeunes s'émancipent dans leur culture et que leur culture grandisse, etc. Non, elle dit pas ça. Elle dit on va leur apporter une culture. Et tu vas apporter la culture de qui? La tienne. Celle que tu as héritée, celle qui est dominante, celle qui est bourgeoise, celle qui plaît aux mecs en costard, mais qui plaît pas aux mecs qui boivent de la 8-6 à 2h du tam, genre. Et du coup, c'est tout ce problème-là, en fait. Tu peux pas, comme tu as dit, faire un CTRL-C, CTRL-V de la bourgeoisie centre-ville au sein des classes populaires et de leur culture. Ça ne marche pas comme ça parce que c'est pas les mêmes habitudes de classe, c'est pas les mêmes habitudes, donc c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes rapports aux objets, c'est pas les mêmes rapports à la patience, etc. Et vouloir imposer une culture à d'autres, simplement en bon cœur, en mode un peu dans ta mentalité de colon. Tenez, découvrez ce que c'est le théâtre Ouais, aux voilà, jeunes gens. c'est vraiment le bon. Avant, vous étiez gentil, vous tapez avec des cailloux et vous faisiez des sites en survette, mais maintenant, regardez, putain, de l'art vivant. Putain, les gars, ça danse, ça chante. Regardez, faites. 1h30 où personne parle, tout le monde fait semblant de pleurer et tout le monde applaudit. Bah non, en fait, on s'en bat les couilles. Genre. Nous, on veut juste voir un mec se prendre une grosse balayette sur un city, c'est tout ce qu'on veut. Genre. Alors, et c'est là où on entre dans le truc pour un espace public responsable et sécurisant, parce que la sécurité c'est important. Là, bien sûr, on n'est que sur 21 pages sur 56, on va pas tout regarder, juste on est un peu bifurqué. Oui, mais, c'est vrai qu'on a fait une petite parenthèse. on a fait une petite parenthèse qui est quand même assez cocasse. Limiter Donc, la publicité. retrouver une nuit étoilée à Poitiers, ça c'est pas nécessairement une mauvaise idée. Une nuit étoilée. Mais qu'est-ce qu'elle appelle une Mais nuit tu sais, c'est étoilée le fait de couper l'éclairage nocturne qui pollue. Ah, bah qui ça, pollue la parlons-en. ville. Parce que du coup, il y a plein d'associations féministes Voilà. qui ont rappelé que couper la lumière à partir de 21h à Poitiers, dans une ville étudiante où tu as beaucoup de jeunes garçons alcoolisés ou même pas alcoolisés qui foutent la merde avec les meufs, et bah ça, les associations féministes, elles ont dit que c'était pas une bonne idée à la mairie de Poitiers. Et qu'est-ce qu'a dit la mairie de Poitiers? Ah, vous attendez pas une réponse, il n'y a pas de réponse, elle a rien dit. Elle a rien dit du tout.
Je m'attendais vraiment à un truc en mode allez vous faire foutre, maintenant le fait qu'il n'y ait pas de réponse, c'est encore mieux. C'était terrible. Mais oui, mais du coup, entre-temps, ils ont créé, histoire de sauver un peu, ils ont créé le fait... ils ont créé Je l'ai eu. il a eu Mister X. Ils ont créé un truc qui s'appelle... Vigilance dans les rues, non ouais, en fait, c'est genre... Il y a des magasins où si jamais tu te sens en danger, tu peux y aller, mais ça, du coup, ça fonctionne que si les magasins sont ouverts. Et puis ça fonctionne si tu as connaissance. Ouais. Et pour avoir connaissance, il faut avoir l'espace social qui permet d'en avoir connaissance. Exactement. Donc voilà, les associations féministes disent que bah, voilà, ça pue la merde de couper l'éclairage public dans certains quartiers ultra passants et où des gens peuvent circuler. On voit dans le centre-ville, par exemple, bah, y a des endroits où genre, si jamais il fait nuit et qu'il n'y a pas de lumière, je pense qu'il y a plein de gens, ils sont en mode bah, j'ai peur de me faire agresser. Et me faites pas porter le truc en mode ouais, la France, on est en insécurité, etc. Insécurité comme les permanente. Non, là c'est... Poitiers est un territoire perdu de la République. Plus une insécurité patriarcale, et encore ça fait un peu profème de dire regardez les hommes comme ils sont méchants. Donc, réaffirmer le fait qu'aucun quartier ne doit être inaccessible à la police municipale. Mais Parce ça, que- déjà, est-ce que c'est vrai? Non. Bah, je pense qu'il y a des endroits où ils vont pas, mais juste parce qu'ils savent très bien que s'ils y vont, ils sont tellement racistes, ils sont caillassés. Quoi. Mais oui, en fait, tout le problème avec la police, et pour le coup, à Poitiers, nous, quand on a parlé avec les ducs de rue, puis à Poitiers, pour ceux qui n'ont pas l'historique politique, il y a eu la prévention spécialisée, donc la Prév 86, qui ont eu des coupes budgétaires de la région, qui ont perdu un tiers de leurs effectifs, un quart de leurs subventions, qui ont dû quitter les quartiers et tout. Et récemment, sur Poitiers aussi, il y a beaucoup de jeunes, enfin, des classes populaires, qui viennent des quartiers, etc., qui se sont fait tuer, que ce soit par la police ou à la suite d'une intervention policière. Il y en a un qui s'est fait tuer à côté du Clin, il y a quelqu'un qui s'était fait tirer dessus au LBD alors qu'il avait sauté dans le Clin pour échapper au contrôle. Il est mort aussi, je crois, lui. Je sais pas s'il est mort lui. Et globalement, il y a plein de problèmes avec la police. Et un événement assez particulier qui a eu lieu à Poitiers récemment, c'est qu'il y a un jeune qui s'est fait tuer par un autre jeune des quartiers. Et il y a eu une marche blanche qui a été organisée dans le quartier. Je crois que c'était à Bel Air. Attends, mais regarde, on peut même mettre l'article. Il me semble C'est que c'était à Bel Air. le truc qu'il y a eu aux couronneries. Ouais, L'assassinat qu'il y a eu aux je sais pas si couronneries, là, c'était le Couronnerie ou à règlement Bel Air. Et du coup, il y a une marche blanche qui est organisée. Donc, on se réunissait en bas du bâtiment de sa famille, etc. Et ce que nous disaient les éducs quand on parlait avec eux, c'est que le matin même, les équipes de BAC, donc ça c'est la police nationale et la police municipale, étaient venus se rendre dans le quartier et avaient dit aux jeunes qui étaient en bas du bâtiment ouais, mais faites attention, sinon vous allez finir comme votre pote. Ouais. En fait, on parle de ce genre d'échange avec la population. Donc... Et il le dit d'un ton très calme en mode faites attention les gars, mais c'était pas du tout dans un ton rassurant en mode faites attention, c'était vraiment dans un truc de en fait, faites attention. C'est la menace permanente. Ouais. Et du coup, en fait, évidemment, quand tu entretiens ce rapport avec les habitants, bah, tu vas te faire insulter ta grand-mère dès que tu vas arriver. Genre, c'est normal. En fait, tu ne peux pas aimer la police vis-à-vis de leur action dans les quartiers populaires. En fait, ce n'est pas possible de faire ça. Et puis sachant que la police est gangrénée de stéréotypes racistes et de biais racistes, mais oui, qu'elle va toujours interpeller les mêmes, bah, bien entendu qu'il y a des endroits où la police municipale, la police nationale ou la BAC va avoir des difficultés à aller parce que les gens en fait se sont organisés pour faire en sorte de pas toujours se faire aggrader de la même mais manière. tu vois, il y en a qui disent que c'est l'institution qui a fait que les policiers sont devenus des merdes, etc. Bah, moi, je pense que c'est fondamentalement des individus qui sont des grosses merdes humaines qui s'engagent dans une institution parce qu'ils pensent qu'elle correspond à leurs valeurs. En fait. Non, mais après, en fait. Moi, je pense que c'est ça, tu vois. Non. Les mecs, en fait, vont dans la exactement. police. Je pense que c'est exactement la même logique que les gens à Sciences Po qui sont en mode moi, je rejoins Sciences Po et je vais changer le système de l'intérieur. Ouais, t'as des gens qui sont en mode qui ont été élevés avec genre les films de Belmondo en mode le gentil et le mauvais flic, tu vois, et qui sont en mode ouais, moi aussi je vais aller sauver des gens, mais sauf que de fait en fait ils ont des biais racistes en mode bah ouais, mais la majorité du temps c'est des arabes qui vont voler, et minute plus 3 où ils vont arriver sur le terrain, ils vont être souriants 2 minutes et en fait directement après ils vont y retourner sans se poser la question de bah est-ce que ce que je fais là ça remet pas aussi ça met pas une machine dans moi je pense que une pièce dans la machine pour relancer je pense que t'as des mecs qui vont s'inscrire dans la gendarmerie ou dans la police qui vont y aller parce que vraiment c'est un truc d'enfant, ils ont grandi dans le truc de la police, c'est les gentils et tout, et grand bien leur face s'ils sont dans ce monde. Mais je pense qu'il y a une grosse majorité des gens qui s'inscrivent aussi dans les forces de l'ordre, notamment ceux qui postulent pour les bacs, ceux qui postulent pour être dans les CRS. Ah oui, pour être dans la BAC ou la CRS, etc. Ou dans les PSIG et des trucs comme ça. Et ou la Brave même. Ouais, ou la Brave. Genre, vraiment, qui postule pour être dans la Brave à part des fous furieux, genre. C'est juste des mecs qui disent, comme les fascistes, en fait, j'ai un pouvoir d'autorité et j'ai un pouvoir de violence qui est légitime et pour lequel on ne peut rien faire. Donc, je vais exploiter ce truc à 100%, quoi. Et je vais aller dans les flics et je vais aller dans les bacs. Et du coup, tu te retrouves avec une institution de base qui est mal organisée, qui pue la merde et qui est toujours sur le même fonctionnement que c'était sous la création avec Vichy, qui se couple et qui se structure aussi et qui est structurée par des personnes malveillantes avec des idées fascistes, réactionnaires, qui ont un rapport hiérarchique et animal à la société brutale, etc.,
qui vont y aller pour exercer leur domination et pour jouir en fait de leur statut et de leur pouvoir. Et du coup, ça peut que être problématique et tu ne peux pas défendre ton système tel qu'il est actuellement, tu vois. Et après, il y a toujours une classification à faire, tu vois, entre les personnes. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont pas mal intentionnés, tu vois, les flics qui vont juger les affaires pédocriminelles. Bon, ils sont sans doute pas tous mal intentionnés, mais tu as toujours ton truc institutionnel qui fait que... Bah, l'institution va broyer ton individu. Exactement, et ça va te broyer et tu vas rentrer dans une matrice et dans une structure Et puis de toute mentale façon, tu peux rien faire. propre à ton Genre, tu fais quoi? institution. Tu vas dire, ouais, mon collègue il est raciste, bah tu te fais Mais gouler. oui. Genre, le journaliste là, Mais qui oui. avait fait un reportage d'1 an où il était parti dans un commissariat de police, bah derrière, il s'est pris du harcèlement et il s'est pris Bah des oui, menaces de tu mort peux par rien des flics, faire, quoi. genre. Donc bon, voilà, putain, mais on bifurque. Hein. Mais on pourra faire. Mais de toute façon, à partir du moment où tu as un groupe qui est censé régir une autorité en place, que ça soit avec la garde nationale par exemple, tu prends la garde nationale à l'Oriens, bah, du coup, c'était un truc qui avait été fait pour faire en sorte que ce soit la population elle-même qui se protège, qui gère, qui est de la discussion, qui est de l'échange social, etc. Sauf qu'au fur et à mesure des années, bah, en fait, ça a été de la bourgeoisie qui est rentrée dans la garde nationale et ça a été la bourgeoisie qui s'est reproduite, etc. Et en fait, les prolos, lorsque est arrivé 1848, tu vois, il y a eu la révolution en 1848, ça a été la fin de la monarchie en février et en juin, il y a eu les journées de juin qu'on fait, bah, que ça a été encore plus la cata, ça a été la débandade. Et en fait, ça a été un moment, durant l'année 1848, sur la garde nationale, ça a été un moment extrêmement important parce que les prolos arrêtaient pas de dire, bah, en fait, regardez, c'est tout le temps les mêmes qui ont les fusils, c'est tout le temps les mêmes qui ont les uniformes. Nous, on est obligé de payer 6 francs l'uniforme, mais en fait, c'est ce qu'on gagne en 2 jours de salaire. Donc, bien entendu qu'on peut pas en avoir, et si on n'a pas d'uniforme, on peut pas être à la garde nationale. Ouais. Et donc, en fait, à partir du moment où tu donnes du pouvoir des gens, ça sera toujours les personnes les personnes qui font partie de l'élite qui vont l'avoir. C'est pour ça qu'il faut mettre fin aux flics de France. Mais bon, on va pas nécessairement être... On fait des milices populaires. De toute façon, on regarde on dit ça, mais on a bien appelé les Condés quand les FAF sont venus chez nous. Au final, tu vois, on a tous snobé de Oui, blancs mais parce qu'il du y a- centre-ville. mais parce tu qu'il y a vois. tous les trucs en fait de l'aspect. En fait, c'est pas tout n'est pas je sais plus ce que c'est l'expression, mais Rouge ou tout n'est pas radical en fait. Tout n'est pas noir. blanc ou noir en fait. Blanc ou Et noir. évidemment que nous on a un statut social particulier où en fait on cumule pas tous les handicaps que peuvent cumuler des personnes racisées des quartiers populaires, classe populaire, mais on habite en centre-ville, on est dans des études supérieures, etc. On a un capital culturel et social. Et ce qui fait que quand on a un problème, notamment le problème qu'on a eu avec l'extrême droite et tout, en fait on a pu appeler la police parce qu'on savait qu'appeler la police, ça allait pas nous mettre plus en danger que ça par rapport à notre vie perso, etc. Là où en fait, bon évidemment ça n'a servi à rien et c'était plus pour la forme, même s'il va y avoir un procès qui va se tenir, etc. Mais évidemment que si on est des gens des quartiers populaires, quand on a un problème, et en fait on va pas appeler la police, parce que la police ça va pas t'aider, elle va t'enfoncer, elle va te mettre des problèmes, elle va revenir 3 jours après, elle va te mettre une pression, elle va utiliser des trucs contre toi, etc. Et c'est assez drôle, je vais faire un parallèle avec le cinéma, pour étaler le plus de culture cinématographique que j'ai, mais dans le Parrain, ce qui est intéressant c'est qu'au début du Parrain, là, les scènes d'intro, c'est un mec qui vient prêter allégeance à la mafia, tu vois, et en baisant la main, etc. Et pourquoi il vient de Vito Corleone là? Et pourquoi il vient baiser la main? Parce qu'il sait que les institutions, l'État, la représentation collective ne va pas pouvoir l'aider. Et donc comme l'État ne peut pas l'aider, mais il va se tourner vers des gens qui eux vont l'aider et qui n'ont pas d'intérêt derrière à ce que tu l'aides, hormis le fait que tu lui prêtes allégeance. Et c'est là pourquoi les gens en fait ils se détournent des institutions, de la police, il y a une défiance, etc. C'est qu'en fait, une fois que tu perds ta confiance, en fait tu vas plus avoir de contact, tu vas plus vouloir entretenir le contact avec la personne en qui tu n'as plus confiance. Exactement comme les médecins. Genre un médecin où tout le monde te dit bah non, lui il ausculte mal, il sait pas faire, il fait de l'homéopathie, il est pas bon, il te soigne pas, tout le monde est mort dans ma famille, les personnes qui sont parties le voir, bah tu vas pas aller le voir en fait. Et tu auras toujours des gens qui vont aller le voir en disant oui mais non, c'est juste que lui il a des trucs traditionnels, donc les gens sont pas ouverts à la tradition, là. Et du coup ça crée une ambivalence et du coup à partir du moment où toute la société n'a pas le même rapport de confiance à une profession ou à un métier, bah c'est que de fait ta profession a plus la merde en fait, c'est qu'il faut changer ta structure et la manière dont elle s'organise. Ouais. Et passons sur un autre aspect assez bourgeois donc de la municipalité, et après on va peut-être finir sur le cas de mon conduit. Donc il y a la politique cycliste. On parlait tout à l'heure des transports gratuits. Ouais. Transport gratuit dans lequel on a pu... Alors attendez, hop. Ça, faut que j'arrive à... Ok. Donc les transports gratuits de Poitiers. Donc il y a un collectif de transports gratuits qui a eu lieu à Poitiers pour les bus, etc. Et là, la politique de la ville, par contre, elle est plus dans le favorisant l'accès au vélo. Ah, bah, parfait, on a la même... on va être d'accord, j'ai l'impression, sur cette idée-là. Alors, le vélo,
Le vélo, c'est vachement cool, hein. Je dis pas, c'est vachement cool, vachement lourd, revenir de soirée de vélo ou aller se balader en vélo et tout, c'est cool. Mais une ville comme Poitiers, avec une population vieillissante, où les étudiants sont surtout cantonnés dans les centres-villes et sur le campus, donc à côté de leur lieu d'études, en fait, c'est juste encore une fois une politique bourgeoise qui fait croire que l'écologie, ça passera essentiellement par le vélo. Sauf que non, l'écologie passera pas par le vélo, ça passera aussi par les transports en commun, parce que malgré tout, aujourd'hui, pour se déplacer, la vie, elle se fait pas que dans la ville. Il y a des gens, ils ont besoin de sortir de la ville, d'aller voir leur famille à la campagne, etc. Et ils peuvent pas rester tout le temps comme ça en vélo, ils vont être obligés de prendre le train, le bus, de prendre un blablacar ou autre, ou de prendre leur voiture. Mais la ville, elle a dit non, nous on va augmenter les voies cyclistes. Parfois, elle fait des voies cyclistes à droite, puis d'un coup, on sait pas pourquoi la voie passe à gauche. Il y a des trucs, c'est dangereux, mais bon, je suis pas à la municipalité, je sais pas comment est-ce qu'ils ont créé ça. Mais il y a la question notamment des bus gratuits. Donc les bus gratuits qui avaient été non mais gros, parce qu'on est pictavien, frère. Donc on est en mode ah ben couillon, parce que vraiment depuis tout à l'heure on casse notre crâne et on est vraiment en mode ah ben couillon, la politique pictavienne elle est vraiment ghetto. Et donc quand t'as des vélos, on n'est pas des petits bourgeois de son spawn. ouais, on n'est pas des petits bourgeois, nous on Comme dit, toi, comme toi. ouais. T'es un sale bourgeois qui se lève pas le matin pour travailler. On dit qu'on est pour les vélos, mais en fait quand tu favorises le vélo, tu favorises uniquement les personnes qui peuvent déjà pédaler, parce qu'un vélo électrique déjà ça coûte cher, ça coûte 2000 balles, 1000 à 2000 balles. Et... Ça coûte extrêmement cher. Même si tu te fais rembourser, il faut au moins que tu avances 800 ou 900 ou 1000 balles pour un truc où justement tu vas pouvoir le faire que dans la ville, tu pourras pas aller à la campagne, etc. et faire des plus longues distances. Et il y a aussi le fait que Poitiers est en montée perpétuelle, genre il y a vraiment une butte au milieu, quoi. Et donc pareil, ça favorise pas les personnes qui sont à mobilité réduite, qui sont dans des situations de handicap ou qui sont âgées. Donc c'est très cool pour les jeunes, c'est très cool pour les trentenaires qui sont dans le centre-ville et qui sont en mode oh là là, je vais faire un petit peu de vélo, moi je vais aller aux couronneries. Mais en fait, concrètement, ce qui favoriserait le plus la transition écologique, au-delà d'augmenter les tarifs des parkings de Poitiers, parce que c'est ça aussi, c'est la politique de la répression. Donc on augmente les tarifs des parkings de Poitiers. Si on augmente vos tarifs de parking, c'est-à-dire qu'en fait à un moment vous allez en avoir marre de payer 40 € pour juste rester 2 heures, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quitter votre voiture. Mais là, quand vous quittez votre voiture, vous avez le choix du coup, soit les vélos, soit les transports gratuits. Vitalis à Poitiers, c'est une catastrophe. Et donc la ville de Poitiers n'a pas vocation en fait à rendre les transports gratuits, sauf le samedi. Et pourquoi est-ce qu'elle a rendu les transports gratuits le samedi, la ville de Poitiers? Elle n'a pas rendu les transports gratuits le samedi uniquement dans une question de tenez, on teste la gratuité, tenez, regardez, on est là, on vous montre que nous aussi, on peut comprendre les personnes qui ne peuvent pas faire du vélo. Non, le fait est que c'est juste les commerçants qui ont gueulé, parce qu'en fait, il y a des travaux sur le plus gros parking du centre-ville de Poitiers, et donc les gens en fait ne peuvent plus venir dans le centre-ville pour faire des achats, etc. Et donc en fait, ça a gueulé. Et les gens, donc la mairie a dit très bien, le samedi maintenant les transports vont être gratuits. Un, on va pouvoir faire des tests sur les chiffres. Et deux, au moins, la vie du centre-ville va pouvoir continuer de vivre. Mais à côté, le reste de la semaine, ça reste payant et ça reste hyper mal desservi. Je veux dire, il y a des cités universitaires où il y a un bus toutes les 30 minutes qui passe. Il y a des endroits où les bus ont parfois 10 minutes de retard. Sauf que quand tu es travailleur ou travailleuse et que tu as 10 minutes de retard, ton patron il s'en fout que Vitalis ait eu 10 minutes. Il te monte en l'air. Et donc en fait, ça amène plein de tensions. Juste le fait de prendre le transport aujourd'hui, ça amène des tensions. Tu vas, t'es stressé parce que t'as peur que le bus soit en retard. T'es stressé parce que tu te dis si jamais j'ai pas mon billet, je me fais niquer. Stressé parce que tu sais pas si t'auras de la place pour monter dans le bus. En plus de ça, et t'es en mode à tout moment, il va faire, ça va être une catastrophe. Et donc la politique cycliste mise en place par la mairie, c'est encore une politique qui favorise toujours les classes moyennes qui peuvent s'en sortir, qui ont la santé, qui ont le smile et qui sont heureux de faire du vélo sous 30 degrés avec le soleil. Et ça favorise absolument pas les échanges au sein de la ville, vu que la ville est assez très concentrée autour du centre-ville et s'étend après dans les zones rurales. Et en fait ça fait que les gens qui sont par exemple aux couronneries ne viennent jamais dans le centre-ville ou très rarement, et parce que ils ont peur de se faire contrôler toutes les 2 minutes, ils nous le disent, et deux, parce qu'en fait c'est trop mal desservi, il faut attendre 45 minutes pour avoir un bus. Mon frère, on est où? Moi je vais me balader 20 minutes, je dois attendre déjà 15 à l'arrêt de bus, je deviens zinzin. Bref, ça c'était un petit bout de Léonard Monconduit, mais j'ai un peu le seum vu qu'au final elle n'a pas décortiqué pourquoi est-ce que c'était une liste citoyenne, vu que c'est ça au départ qu'on regardait. Attends, mais il y a qui déjà sur elle? Nouvelle Donne, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Oh putain, c'est quoi pourquoi ils ont le logo d'Harry Potter, frère? Une Nouvelle Donne? C'est qui a fait une Nouvelle Donne? Oula, on va tomber sur un truc là. Nouvelle Donne, on va tomber sur Jacques Cheminade, on va être en mode waouh.
Nouvelle Donne, Campus, Pierre Larouturou. Oh, ouais. Pierre Laroutourou. Ah ouais. Non, la deuxième. Mais La ville c'est ça, sociale. il manquait une place. Il manquait un mec et ils ont dit on va les appeler. Ça a eux. rapporté des électeurs. On va les appeler eux parce qu'ils ont qu'un mec dans leur bureau. Ce sera plus simple pour choisir. Un projet façonné pendant plus d'1 an par des groupes d'habitantes et d'habitants qui se sont rassemblés. Alors, si c'est un groupe d'habitantes et d'habitants, pourquoi est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'un parti politique, encore une fois, qui est dedans? Et C'est surtout en fait, habitants d'où? oui, s'il te Pourquoi tu plaît. précises Est-ce que pas- tu peux nous faire une cartographie de la Pourquoi tu précises population pas qu'ils viennent habitante? Pourquoi tu précises pas qu'ils viennent de tous les quartiers de Poitiers, de toutes les iris? Ah, vraiment, c'est terrible. Ou à picorer selon les centres d'intérêt. Ce programme, c'est le vôtre. À chaque pot de vin, chaque pot de vigne est seul approprié. Déjà, c'est pictavien quand on est de Poitiers. Mais parce que Poitvin, ça représente l'entièreté du Poitou. Elle mais est de peut-être- Poitiers elle-même. Bah oui, pour être au municipal, t'es obligé d'avoir. Non, tu dois habiter. Mais tu tu dois dois habiter. habiter. D'être originaire. Bon, après, ça, je m'en fous. Elle pourrait venir de Perpète-les-Oins si elle habite ici depuis 15 ans et qu'elle veut se présenter. Bah, ça dépend pourquoi elle est venue sur Poitiers. Si tu viens sur Poitiers pour être élu. Mais oui, si, elle était à Sciences Po avec. Ah oui, elle était Clémence Génération Guettet. Léaumont et tout. Elle. Je crois. Ouais. Ici, belle blanchette. Car c'est avec les échanges quotidiens que se construit l'avenir d'une ville. Donc là, déjà d'office. Mais déjà, Déjà, que déjà sur d'office, l'image. on perd le fait liste citoyenne. Ouais. Parce qu'en fait, nulle part ici, c'est indiqué le fait que c'est une liste citoyenne. Ça indique que ça a été fait par un groupe d'habitantes et d'habitants, mais ça indique plus que c'est une liste citoyenne. mais rien que sur l'image au-dessus. L'illustration choisie pour décrire ce que c'est Poitiers, Et le centre, c'est le centre-ville, le c'est quoi centre-ville. ici, ça? C'est l'île de Tison? C'est quoi? Chez App, Je comprends pas. frère, je J'essaie comprends de pas. décortiquer. Donc là, ici, c'est la mairie. Là, c'est la cathédrale C'est qui est vers la Notre-Dame la Goule, un Grande, truc du style là. Ici, je sais pas, un jardin. C'est Et cette là, petite ça bourgeoisie doit être qui un fait petit ses quartier. poireaux, ça fait ses poireaux pour pas aller sur le marché, ça. Ouais, ça fait ces petits poireaux, ils sont là, ils sont en mode oh les gars, les poireaux ils ont augmenté. Et ils sont il y à a déjà, 1,50. il y a déjà une introduction des trottinettes pony. Ici, juste là. Juste là, ils sont là, ils avaient tout reveal. C'est un peu comme Pixar, ils mettent des Ils avaient leak. des petits indices des années en avant. Bon bah voilà, on a plutôt. En vrai, un jour, il faudra on va attendre un peu vu que vous voyez. Du coup, c'est bientôt les prochaines municipales. Et donc, ils ont déjà programmé le fait que la mairie de Poitiers se représenterait, que ça serait Léonore Monconduit qui serait déjà la tête de liste. Il y a au passage une autre liste qui s'est montée, qui s'appelle Poitiers Populaire. Qui du coup, en fait, est un peu dans la continuité d'Ozon, on va dire, de ce que je vois, de ce que je lis. Association politique proche de la France Insoumise. Qui du coup, là aussi en fait, là va falloir regarder également au niveau de qui en fait compose cette liste et qui façonne le programme, etc. Ça serait intéressant à étudier un peu plus tard. Ok, donc tout ça pour dire Léonore Monconduite, bah voilà, à la fin elle a baisé le game et elle a réussi à se présenter. Dans la même mesure où Poitiers Collectif rassemble et accepte depuis le début personne adhérente ou d'un parti ou non, il faut accepter par conséquent que la tête de liste puisse être quelqu'un d'encarté démarche. Qu'un encarté démarche, non c'est trop grave. Ça dit vraiment, bah ouais mais les gars, vous nous avez pas dit en fait qu'on n'avait pas le droit de mettre quelqu'un d'encarté Oui, en c'est tête de vrai. liste, vous avez dit n'importe qui peut venir, moi je suis là, je viens avec tout mon bagage et en avant. Hein. C'est vraiment vraiment les techniques stade 1 qu'on fait en politique. je trouve. Non mais vraiment, en fait, Poitiers Collectif s'est fait niquer par Europe Écologie Les Verts. Et déjà, c'est un dit long. Ça en dit très très long. C'est un dit long. Sur l'optimisme général qui régnait Fiora Power, mais vraiment. Après, c'est peut-être qu'on rentre dans. Vraiment. Fiora. Après, c'est peut-être un gigantesque complot anti-FI qui soit organisé aussi, tu vois. Ah bah, le PCF au départ était censé donc être avec la liste extérieure donc qui s'appelait Ozon 2020. Au final, dans les dernières semaines, le PCF a décidé de rejoindre Poitiers Collectif parce que le PCF va toujours vers les gagnants. Et donc ils ont rejoint Poitiers Collectif et Ozon a perdu. Voilà. Terrible. C'est terrible et c'est comme ça quoi. Et elle pense quoi du Hamas? Je pense qu'elle pense des choses vraiment très... Mais parlons du cas de la Palestine, hein, par la municipalité, hein, parce que je jure que c'est des ingénieries. Une grande fresque avait été faite à Poitiers, Ah oui. fresque en hommage au Hamas. En hommage à la Palestine et à le lapsus qui va me Oui, coûter le clip. qui va me coûter la BRI demain matin. Oh, le clip. Fresque Hamas, je tape même carrément fresque Palestine. Et donc du coup qui a été supprimé Manu Militari par la municipalité. Voilà. Donc on avait ça à Poitiers, une fresque extrêmement basée, donc qui montre l'évolution de la Palestine. Comme quoi, l'opposition entre le peuple palestinien et l'État d'Israël est en fait s'inscrit dans un contexte historique beaucoup plus long que le 7 octobre. Oh, mais je tombe des nues, dis donc. Mais non, tu vas me dire que ça n'a pas commencé un 7 octobre. Quoi? Mais je me voilà choqué. Oh. Et donc, la mairie, parce que des élus d'opposition,
on saisit le procureur de la République et on dit bonjour, il faut enlever ça. Et c'est Alain Clayès, bah voilà, le fameux socialiste qui est là, qui tapait la bise à François Hollande l'autre jour parce qu'il est venu à Poitiers. Et voilà, qui ont fait un signalement. Mais les socialistes, hein, les socialistes. Et le dernier communiqué qu'ils ont fait sur la Palestine, mais je pète mon crâne, mon frère, je pète mon crâne. Donc la ville appelle à l'apaisement, parce que là, vous allez me dire que face à cette fresque-là, vraiment, la ville était sous le feu, genre. Non, mais là, ça brûlait des voitures et tout. Bordel. Mais oui, en fait, ça se voit que c'est juste un entre-soi, ça s'est juste envoyé des petits DM, ça a peur pour sa carrière politique, et ça veut pas prendre de risques. Et donc, la ville de Poitiers a reçu ce jour-là d'un représentant de l'association culturelle et culturelle des Israélites de Poitiers. Celle-ci fait part de son inquiétude pour la sécurité des personnes de confession juive. Mais quel juif qui n'a pas expressément dit vive Israël, un jour s'est retrouvé à Gras dans la rue, je vous le putain de demande. Alors après, c'est arrivé récemment, mais pas à Poitiers. Non mais oui, mais en mode... Mais t'as des actes antisémites. T'as des actes antisémites, comme mais ils c'est s'en pas... passent tous les jours mais depuis voilà. 75 En fait, ans. genre, t'as des gens qui sont fondamentalement antisémites, et c'est pas la guerre en Palestine qui va les rendre... Mais oui, tout comme il y a des actes anti-musulmans qui se passent tous les jours, et on fait pas des articles dans toutes les journaux de presse. Et voilà, et en fait, le fait d'avoir Parce une que fresque... c'est pas structuré. Est-ce que la fresque là, elle appelle à tuer des juifs, mon frère? Non. Genre, est-ce qu'elle Et dit puis, ouais, même si elle est marquée tuer tous les colons, ben en fait c'est pas un appel à tuer tous les juifs. C'est les colons, c'est ceux qui ont choisi sciemment de venir s'installer sur des terres qui ne sont pas les leurs en fait. Et donc du coup voilà, apparemment bon, ça pousserait à de l'agitation. Le risque de génocide à Gaza est identifié par l'accord international, la privation d'aide humanitaire et médicale. La colonisation est par ailleurs régulièrement dénoncée. Il n'y a donc rien d'illégal dans cette fresque qui rentre dans le cadre de la liberté d'expression. On est donc Charlie ou pas? Vous pourrez faire une émission sur Charlie au bout d'un moment. Sur le Je suis Charlie en France. Si tu veux, on pourra sur faire le printemps républicain qui a suivi. Si tu veux, ouais, on pourra faire ça. Ça va être terrible ça. Alors aussi, le risque d'interpellation d'une communauté exprimée par ses représentants dans un contexte aussi sensible ne peut être ignoré. Nous appelons chaque citoyen à distinguer le critique de la politique d'un gouvernement et le ciblage d'une communauté. Bah voilà, donc il y a... donc faites-le du coup. donc du coup, faites-le bel et bien. Genre, là, ça dit ouais, là, il y a un gros problème dans la communauté exprimée par ses représentants. Ils ont peur d'être attaqués, etc. Mais il faut faire bellec, faut bien dissocier l'homme de l'artiste. On est à deux doigts de nous dire ça. Et là, ils sont en mode, bah du coup, comme il faut s'apaiser tout le monde, on supprime la fresque. Bah non, en fait, tu supprimes pas la fresque, tu la laisses et t'expliques en quoi cette fresque, bah, justement, elle critique pas et elle vise pas à agresser des juifs. Elle vise à clairement montrer qu'il y a une colonisation qui a lieu à Gaza depuis longtemps, qui a lieu en Palestine depuis longtemps, et que bah faut dénoncer cette fresque-là. Et bon, bah voilà quoi, ça l'a supprimé malgré tout. Donc en fait, c'est toujours le deux poids deux mesures, et ça préfère en fait ne pas froisser son électorat bourgeois plutôt que de prendre réellement des positions concrètes. Et tu vois, on peut avoir des critiques sur la France Insoumise par exemple, mais depuis le début, bah, c'est celle qui tient le mieux la rime. Moi, j'ai des gros problèmes avec le côté très pacifiste. Il y a une différence entre être pacifique, où t'as pas envie que la guerre se prolonge, et être pacifiste, où t'es prêt jusqu'au bout au fait qu'il n'y ait pas la guerre, même si parfois bah, y a des luttes armées qui sont nécessaires. À la place de mon conduit, il faut voter pour qui? Bah gros, faut vraiment voter pour une liste de gauche, déjà, ça sera essentiellement bien. Sachant que pour le moment, il y a son père qui s'est présenté face à elle. Ouais, faut juste une liste de gauche. Mais on verra avec Poitiers Populaire, hein, la vie de ma mère, Inch'Allah, ils nous font des trucs bien. Inch'Allah, ça trahit pas. Pitié, Trahissez pas, je vous en supplie. Pitié. Votez pour une liste de gauche, en tout cas, votez pas écolo. Votez pas pour des traîtres. Votez pas pour les traîtres, et après, on sera plutôt bien. Regardez le CV des gens. Et donc, qu'est-ce que je disais juste avant? C'est pas grave, tant pis. Donc, voilà, on en était là-dessus. On a plutôt bien étayé le pourquoi c'est Léonard Monconduit qui a été choisi et comment est-ce qu'Europe Écologie Les Verts en fait a baisé cette fameuse liste citoyenne